aussi, merci beaucoup pour cette immersion qui nous fait effectivement, nous amène à nous poser la question, comment fait-on pour gérer tous ces enjeux qui sont cruciaux, particulièrement ici, sachant qu'on est sur du hors GEMAPI, qu'on n'est pas dans l'eau potable assainissement, quelle piste prenez-vous autour de ces questions-là? Bonjour et merci. Alors je dirais on est pire que dans le hors GEMAPI. Parce que moi je crois qu'il y a le hors GEMAPI qui est lié à la rivière, quand on a la chance d'avoir, enfin parce que finalement c'est une chance d'avoir une rivière sur un territoire ou un fleuve. Et puis il y a le hors GEMAPI, lui complètement indépendant de la rivière. Et là c'est le drame. Là on est dans la clandestinité la plus totale. Et là, on est sur des eaux souterraines. Alors, il y a des eaux souterraines qui sont en lien connectées à des eaux de surface, enfin, à des rivières et des fleuves. Et puis, on a une grande partie des masses d'eau souterraines qui sont soit comme la nôtre, des eaux souterraines de relativement faible profondeur sur des territoires où il n'y a pas de rivière, ou alors des eaux souterraines profondes qui ne sont pas en connexion avec des eaux de surface. Et là, c'est vraiment la clandestinité, c'est encore pire, j'ai envie de dire, que le hors GEMAPI en lien avec la rivière. Voilà. Alors, je suis de nature plutôt optimiste. Et du coup, j'aurais pu vous présenter ce qu'on sait faire de bien sur notre territoire pour gérer les eaux souterraines, qui se fait aussi sur certains autres territoires, heureusement. Comme par exemple l'animation d'une politique de l'eau. Hein. On a un contrat de nappe avec 9 millions d'euros d'actions programmées sur 6 ans. Bon, voilà. On a un modèle, ça a été, on en a beaucoup parlé ce matin sur la question des inondations. On a aussi un modèle hydrogéologique qui nous sert à la fois à faire de la prospective, ce qui a été dit par la présidente, hein, qu'est-ce qui se passe si ce transfert d'eau dont on bénéficie aujourd'hui s'amenuise pour différentes raisons, hein, qu'est-ce que ça donne sur les captages, les différents captages et sur les milieux. Avec ce modèle, on fait aussi, par exemple, de l'assistance aux collectivités de notre territoire sur des questions d'aménagement du territoire, comment on intègre la question de la ressource en eau dans les documents de planification d'aménagement du territoire. On est aussi capable d'innover. On est un petit syndicat, hein, 5 personnes, mais on est aussi capable d'innover dans la surveillance. Alors, outre nos réseaux piézométriques, notre réseau de qualitomètres, hein, qui nous permettent d'avoir de l'information en temps réel sur l'évolution de notre ressource, on a aussi développé cette année un réseau de surveillance citoyenne du niveau de la nappe. Alors ça, c'est comment on fait participer le grand public à une question scientifique qui est le suivi des eaux souterraines à moindre coût. C'est exactement ce qu'a développé la LPO il y a 30 ans, sauf que nous, on l'a développé chez des particuliers qui ont des puits. Donc voilà, on sait faire plein de choses. Ça répond aujourd'hui aux services qu'on attend de notre syndicat. Mais aujourd'hui, je vais être un peu plus pessimiste que ce que je le suis d'habitude, parce que je vais vous parler finalement des perspectives que l'on a en termes de pérennité de ce savoir-faire et de cette ingénierie territoriale. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir finalement sur ce qui a été dit, hein, le caractère stratégique de la ressource et puis le niveau de pression important qui pèse sur elle, sur le territoire de l'Accro. Je vais replacer un petit peu le rôle du CIMCRO dans la politique de l'eau de ce territoire. Finalement, le gestionnaire que l'on est, il se retrouve à l'interface entre des questions de l'eau, et on l'a vu avec ce qu'a présenté Sandrine, et puis le petit cycle de l'eau, finalement, hein, comment on alimente en eau potable des populations sur un territoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, sur notre territoire, on a des acteurs du petit cycle qui ont compris que s'ils voulaient continuer à alimenter 270 000 habitants en eau potable, il allait falloir se préoccuper de questions de grand cycle. Et là, alors ça a été dit, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier, hein, j'ai entendu parler de rapprochement de grand cycle, petit cycle. Nous, on est en plein dedans. Hein. Enfin, je veux dire, c'est notre cœur de métier. Hein. Voilà. Ceci dit,
même s'il y a un intérêt stratégique des services d'eau potable à s'intéresser aux questions du grand cycle sur notre territoire, même s'il y a une mobilisation avant l'heure sur notre territoire sur des questions de gestion de la ressource à travers différentes organisations, alors sur notre territoire à travers un syndicat mixte, mais ailleurs en France, certains services d'eau potable se sont mobilisés sur ces questions-là, d'autres syndicats mixtes existent. Alors certes, la gestion des eaux souterraines est beaucoup moins développée en France que la gestion des eaux de surface. Mais ceci dit, il y a 11 syndicats mixtes qui ne travaillent que sur les eaux souterraines en France, et il y a une palanquée, soit de syndicats de rivière, soit de services d'eau potable qui se sont investis sur ces questions-là. Donc il y a des choses qui se font, heureusement. Il y a des outils. Alors par contre, en termes d'outillage sur les eaux souterraines, on est plutôt riche. Que ça soit dans les textes ou dans les documents de programmation, avec les aires d'alimentation de captage, avec les SAGE, avec les ressources stratégiques, avec les PGRE, avec les zones soumises à contraintes environnementales, j'en passe et des meilleurs. La question qui se pose, à mon avis, c'est qui est responsable de mettre en place tout ça? Et du coup, fatalement, qui doit le payer? Et c'est là que ça se complique. Parce que finalement, vous me direz, chez vous, ça fonctionne. C'est vrai, hein, mais ceci dit, c'est pas parce qu'une organisation existe sur un territoire et qu'elle rend les services qu'on attend que cette organisation est légitime et qu'elle est conforme aux dispositions réglementaires et législatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si des élus sur des territoires ont réussi en bonne intelligence à construire des organisations qui fonctionnent aujourd'hui, dans un contexte, et ça, il y a quelques années, donc dans un contexte qui était financièrement beaucoup moins tendu, ça veut dire que dans un contexte financier qui devient de plus en plus tendu et dont on a des perspectives qui sont clairement pas bonnes, que ce soit du côté de l'agence de l'eau ou du côté des budgets des collectivités locales, eh bien, sur quoi on va taper en premier? Sur les missions qui ne reposent pas sur des compétences clairement définies et juridiquement solide. Voilà. Donc, soit, nous on avait deux choix au CIMCRO, finalement, faire la politique de l'autruche, parce que pour le moment, on passe à travers les mailles, hein, tout va bien, voilà. Mais dans ce cas-là, on prend le risque d'avoir un retour de bâton colossal, et en plus, on ne sait pas quand on va arriver, donc c'est une épée de Damoclès, hein. Soit on met ce sujet-là, on essaye de mettre ce sujet-là sur le devant de la scène, pour qu'il soit traité. Et dans la perspective des assises de l'eau, on se dit que, compte tenu que... Moi, j'ai entendu ici, depuis un jour et demi, parler de ressources en eau. Je pensais entendre parler, alors d'inondation, ça a été le cas ce matin, mais peut-être plus de questions très gémapiennes. Or, j'ai entendu parler hier toute la journée de questions de ressources en eau et de difficultés et de pérennité de ces ressources en eau face au changement climatique. Or, la ressource en eau, malheureusement, n'est pas un item repris dans la GEMAPI. Et donc ça me pose question. Ça veut dire que tout ce qu'on a discuté hier, on est tous d'accord pour dire que c'est une priorité. Par contre, on n'a absolument pas les modes d'organisation qui vont nous permettre... On a les outils, mais on n'a pas les modes d'organisation qui vont nous permettre de déployer ces outils, et encore moins le financement qui va avec. Voilà. Et donc nous, la question qu'on s'est posée au CIMCRO, c'est finalement à quel titre et pour quelles compétences les EPCI de membres de notre syndicat le sont-ils? Pourquoi ils sont chez nous? Alors pourquoi en termes d'enjeux? On le sait. Pourquoi en termes de retour sur investissement, c'est-à-dire l'ingénierie qu'on leur fournit? On le sait, ils le savent. Par contre, dans un contexte d'arbitrage, sur quel fondement juridique solide on fait reposer nos missions pour pouvoir les pérenniser? Ça, c'est vraiment une grande question. Et donc, on s'est dit, donc la ressource en eau ne fait pas partie de la GEMAPI, ok. Par contre, elle contribue à la pérennité de la ressource destinée à l'alimentation en eau potable. Ok. Donc finalement, il y a un lien avec le petit cycle. Mais malheureusement, le CGCT, l'article du Code des collectivités territoriales qui définit l'alimentation, la distribution, la compétence AEP des collectivités, nous dit quoi? Nous dit qu'il n'est absolument pas question d'action en lien avec la gestion de la ressource, puisqu'on n'est pas,
puisqu'on n'est pas sur la même échelle. Cet article nous parle du point de prélèvement. Or, on sait que si on veut gérer la ressource, il va falloir aller au-delà du point de prélèvement. Donc, on a un problème de ce côté-là. En tout cas, en l'état actuel du droit, ça va être compliqué d'argumenter de ce côté-là. Ensuite, on a le fameux article L211-7 du Code d'environnement, dans lequel on retrouve un certain nombre d'items qui seraient susceptibles de nous intéresser et de correspondre avec les missions qu'on mène. La lutte contre la pollution, la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, l'animation et la concertation, alors je fais un raccourci, mais l'animation et la concertation dans un système aquifère. Ok, formidable. Là, par contre, on retrouve des choses qui nous intéressent. Sauf que, alors c'est coupé, le problème, c'est que l'article L211-7, il a bien été créé par la loi de 92 pour identifier les domaines dans lesquels on allait pouvoir demander une déclaration d'intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet article-là, il aide les collectivités dans une compétence qu'elle a déjà à obtenir une DIG. Sauf que si elle n'a pas la compétence au départ, ça va être compliqué de mobiliser une DIG dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est pas parce que dans cet article-là, on a des éléments de mission dans lesquels on se retrouve que nos collectivités sont compétentes en la matière. Donc, en l'absence de compétences clairement définies, la réflexion qu'on s'est faite, c'est que même si on veut modifier nos statuts, les adapter, on pourra mettre tout ce qu'on voudra dedans, on a quand même un problème, et ceci nécessite de faire évoluer la législation. Et donc on s'est posé la question des pistes. Alors, à notre sens, il y en a plusieurs. Il y a une piste en lien avec le grand cycle de l'eau, ce qui serait de créer finalement une compétence décentralisée qui pourrait être intitulée gestion patrimoniale de la ressource en eau et accès solidaire ou autre. Mais en tout cas, il y a une piste sur le grand cycle avec une compétence partagée. Et en gros, là, on est en train de dire qu'il faut continuer la normalisation qui a été initiée par le législateur avec la GEMAPI. Et puis, il y a aussi un lien avec cette eau potable dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui est notre ADN, nous, gestionnaires d'eau souterraine, finalement. Hein. On a une proximité très, très importante avec ces services d'eau potable. Et là, ça voudrait dire un changement d'échelle de la compétence AEP, c'est-à-dire passer de l'échelle de l'usage, le point de prélèvement, tel qu'il est défini aujourd'hui dans le CGCT, pour aller vers l'échelle de la ressource en eau, et donc qui est une échelle hydrogéologiquement cohérente. Hein, donc ce qu'on appelle le bassin versant lorsqu'on est en train de travailler sur une rivière ou un fleuve. Voilà. Et donc, ça serait organiser la production d'eau potable à l'échelle d'une unité hydrogéologique pertinente dans un cadre solidaire en vue d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Parce que alors je ne reviendrai pas en arrière, mais tout à l'heure, il y avait une carte avec des couleurs, différentes couleurs. Sur notre territoire, on a trois EPCI compétentes en termes d'eau potable. Et aujourd'hui, ces EPCI-là, quand elles prélèvent de l'eau potable, elles n'ont absolument aucun lien les unes envers les autres. Et donc, il n'y a aucune concertation ou organisation entre elles. Et en fait, c'est nous, Cimcro, qui faisons cette organisation. Ça veut dire que quand on n'a pas de gestionnaire sur un territoire, il y a très très peu d'organisation de la politique de l'eau potable à une échelle cohérente vis-à-vis de la ressource. Voilà, donc une des pistes, ça peut être aussi de compléter les missions légales du service d'eau potable avec une habilitation express à pouvoir s'investir sur la question de la gestion de la ressource. Donc une modification de l'article ad hoc du CGCT. Voilà, donc après cet éclairage-là, j'ai un petit peu repris l'intitulé du débat. Quel cadre d'exercice des missions de la gestion de la ressource en eau qui permettent à la fois d'atteindre les objectifs environnementaux, parce que nos documents de planification ne sont pas avares en orientation sur les eaux souterraines. Hein. Il est marqué que la gestion de la ressource est une priorité, que le bon état des eaux souterraines sont des priorités, que sécuriser l'usage eau potable, c'est encore une priorité, et qu'alimenter les milieux humides, et en particulier les zones humides, c'est aussi une priorité. Donc, ok, formidable. Maintenant, quel cadre d'exercice des missions pour permettre d'atteindre ces objectifs?